En virage, cette semaine, on fait l'essai de l'imposant GMC Hummer. En chronique, nous avons les gens de Desharnais Pneus Mécaniques, de Silverwax. Également, on parle assurance avec Éric Desgagnés d'Industriel Alliance. Et on vous fait rêver avec Daniel Bouchard. On parle de rouler passion. Tout ça en virage dans un instant. Donc, beaucoup de choses à l'émission. Et pour en discuter, Jacques, bienvenue. Marc Bouchard, salut. Salut. Ça va bien? Merci, très bien, Daniel. Alors, on est gâtés aujourd'hui, là. Le GMC Hummer, présenté il y a 3 ans, 4 ans, quelque chose du genre pour la première fois. Ça a été long avant qu'on puisse voir arriver ces premiers véhicules. On avait la version camion qu'on a vue et qu'on a commercialisée pour la première fois. Je savais pas trop pourquoi une édition camion, mais là, enfin, on a la version sport utilitaire. Un véhicule pour démontrer son opulence, le roi du hors-route, mais en version électrique. Ça donne quoi, messieurs? Écoute, c'est sûr que ça donne pas de la discrétion. Hein? On va recommencer par dire ça. Là. Comme je dis, modestement, quand je suis allé faire un tour avec, je sais pas si c'était moi qui étais au volant, mais les gens me regardaient. Bon. Non, c'était déjà un bon coup. Ouais. C'est vraiment un véhicule qui attire l'attention en termes de silhouette parce que ça, il faut leur donner. Ils ont été capables de conserver ce que Hummer nous offrait auparavant comme look, comme dimension aussi, mais comme look. Donc, on n'a pas dépersonnalisé, si tu veux, ce véhicule-là. Pour le reste, très honnêtement, je suis un petit peu déçu. Je suis obligé de vous le dire. Je m'attendais à quelque chose de ultra luxueux, de vraiment, là, tu sais, solide. Or, quand on roule avec ce véhicule-là, oui, il y a beaucoup de choses, mais on sent qu'il y a des affaires qui mériteraient un peu plus de finition. Le grand écran, par exemple, qui est en plastique, qui n'a pas l'air super solide. Les craquements qui proviennent du toit. Honnêtement, ça, c'est la première chose qui m'a étonné. La deuxième chose qui m'a étonné, et ça, c'est beaucoup plus favorable, c'est que quand tu accélères, ça marche. Il se passe quelque chose. La version 3 moteurs qu'on a, c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant, effectivement, parce que tu parles d'un véhicule là, qui fait quoi? 4 tonnes métriques à peu près? Là, je dis, ça pèse je sais pas combien. C'est hyper lourd et malgré tout, il y a vraiment une accélération qui est marquée. Après ça, tu l'as dit, il y a toutes sortes d'éléments qui sont particuliers. La suspension que l'on peut augmenter ou baisser selon les besoins. La fameuse marche du crabe, le crab walk, qui, honnêtement, est ultra amusante à utiliser. Évidemment, je ne suis pas allé me promener en route, là. Je vais l'essayer dans un stationnement, mais c'est vraiment super incroyable. Et même sans ça, et ça, c'est le point qui m'a probablement marqué le plus, c'est la maniabilité du véhicule. C'est incroyablement maniable, même si tu le laisses dans l'état le plus peu, parce que tu peux activer les roues ou pas, là, les roues directionnelles ou pas, mais même au-delà de ça, c'est un véhicule qui, malgré ses dimensions, vraiment se faufile n'importe où, dans la mesure où la largeur le permet, hein, on s'entend, mais qui a un rayon de braquage extrêmement petit pour un véhicule de cette taille-là. Bref, honnêtement, je suis assez partagé parce que je suis impressionné par les prouesses technologiques de ce véhicule-là. D'un autre côté, je suis aussi impressionné de payer ce prix-là pour un véhicule qui peut-être aurait besoin d'un peu plus de finition puis de qualité d'assemblage. Jacques? Bien, moi, je trouve que quand Marc parle d'impressionner, moi aussi, je le suis. Moi aussi, je le suis parce que... Mais Hummer, qu'on le veuille ou pas, moi, je me souviens, j'étais allé au lancement du premier Hummer qu'on a connu et ça m'avait impressionné aussi de voir ce que ça pouvait faire, un véhicule de ce poids-là, et dans les conditions où on nous emmenait, on avait l'impression que ça passait partout. Mais on était, je me souviens pas, dans l'Utah, quelque chose du genre, on avait descendu une falaise, là. On est arrivé au bord de ça, puis ça avait cassé là, juste en avant, puis en bas. Ça devait descendre de 100 pieds. On tombait dans une espèce de prairie où il y avait des chevaux sauvages. Puis, crée-moi qu'ils ont parti pas à peu près. Mais moi, je me disais, on était le nez dans le pare-brise en avant quand ça a parti. Je me disais, on va en prendre une maudite avant que ça arrive en bas. Mais c'est un véhicule particulier. Je pense que si celui qui veut s'acheter ça,
Bien, il va avoir, premièrement, il n'y a pas juste de ça. C'est qu'il va avoir du plaisir à le conduire une fois de temps à autre, à attirer l'attention des gens Parce que quand on se promène avec ça, veut pas, les gens te regardent. Autant on a peut-être... Hummer a peut-être été critiqué pour le modèle qu'il y avait auparavant, qui était avec un moteur à essence ou diesel, même je pense qu'il y en a eu du diesel. Mais celui-ci, électrique, fait qu'à ce niveau-là, au niveau consommation, ça consomme de l'électricité, mais c'est différent il n'y a pas de pollution qui s'est passé à ça. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est le... Comment je dirais? Je suis pas capable de dire le luxe, mais c'est un véhicule qui a quand même une assez bonne finition, beaucoup de plastique, craquement. C'est un véhicule qui est haut pour monter à bord. Il n'y a pas d'ascenseur de fourni avec, mais ils sont bien équipés pour monter à bord. C'est spacieux à l'intérieur. Grand coffre en arrière. La grande surprise, c'est que quand tu ouvres le capot avant, tu as 320 litres. Tu as un tas de voitures qui n'ont pas ça, un espace de chargement de même aussi grand qu'à l'avant. Une autre chose que j'ai remarqué, si on veut aller rapidement, c'est que quand j'ai ouvert la porte arrière, du haillon arrière, elle se rouvre électrique parce qu'elle a la largeur qu'elle a avec le poids du pneu de secours qui est dessus. Mais elle rouvre complètement sur le trottoir. Alors, si tu es stationné sur une barre de trottoir, bien, dis-toi que la porte rouvre là, fait que tu dois aller faire le tour là. Autrement, ça n'a pas de sens. On a critiqué les véhicules européens et japonais qui arrivaient en Amérique du Nord, qui avaient une porte qui rouvrait sur les trottoirs antérieurement. Eux autres, d'après moi, ils n'ont pas voulu le copier, mais c'est arrivé comme ça. Alors, véhicule agréable, construit aux États-Unis, beau, qui fait moderne, qui fait excessif, les panneaux du toit qui sont amovibles, qui vont justement dans cette partie-là avant. C'est des panneaux de toit assez lourds. Si tu veux les manipuler, c'est assez lourd. Bien, c'est un 4x4 qui est agréable si à on ne avoir. veut pas passer inaperçu. Pour ce qui est de la conduite, Marc, tu as raison, puis on n'a malheureusement pas beaucoup de temps, mais j'ai adoré conduire ce véhicule-là parce que j'aime conduire un Wrangler ou un Bronco. Si on aime le véhicule de luxe ou si on veut de l'insonorisation, c'est pas ce véhicule-là. Si on veut une hyper-stabilité sur la route, c'est pas le véhicule-là. Des craquements, on entend les bruits de vent. Évidemment, la forme du véhicule fait en sorte que c'est pas le plus aérodynamique. On l'a présenté en 2021. On disait qu'il allait faire 700 km d'autonomie à l'époque. On disait qu'il allait avoir 1000 chevaux. Ouais. Donc, on a revu un peu le tout. Et pour justifier le kilométrage de l'autonomie, on dit « Ouais, mais c'était les chiffres WLTP là, qu'on avait dit. » Donc, évidemment, aujourd'hui, c'est 488 km ou 505 km d'autonomie si on veut avoir le véhicule. 570 chevaux pour la version de base, 830 chevaux pour la EV3 et la édition 1 qu'on a ici en studio. Capacité de remorquage qui va jouer autour de 11 000 livres. Ce qui est impressionnant. 7400 livres, ouais. 7400 livres pour le modèle plus de base. Premier à utiliser la plateforme Ultium, mais il n'y en avait à peu près pas. Par après, on a... donc, il y a le Super Cruise. On peut le conduire à une pédale. La recharge rapide à 800 volts, quand même, ça, c'est vraiment bon. La marge de crabe, tu en as parlé, c'est vraiment quelque chose qui est assez le fun. Le mode extraction, où on peut relever le véhicule à un niveau incroyable. 16 pouces. Et le système de vision, il y a 17 caméras autour de ce véhicule-là. Donc, vous pouvez voir partout, surtout pour la conduite hors route. Et j'en oublie, 134 000 et plus pour le prix de départ. Et il y en a de disponibles ici à Québec. Et c'est 40 kWh au 100 km. Donc, ça dépense de l'énergie. Bien, ça dépense de l'énergie. Évidemment, parce que c'est très lourd, 9 000 quelques livres. La batterie est à peu près le poids d'une Nissan Versa. 4 tonnes métriques. 4 tonnes métriques, ça donne un aperçu. Ce qui est intéressant avant de partir, c'est que ça vire plus de court que comment est-ce qu'on appelle le rayon Bolt? Que le Chevrolet Bolt. Oui. Ouais. Alors, c'est pas un problème dans les stationnements. Merci, messieurs. Plaisir. Alors voilà, on s'arrête à virage et on va bien rester là. CarExpert, l'expert carrossier, vous a présenté cet essai routier. CarExpert à la fine pointe de la carrosserie.
Voilà de retour à Virage et je suis maintenant accompagné d'Éric Desgagnés, directeur général chez Industriel Alliance IA Avantage. Salut Éric. Bonjour Daniel. Ça va bien? Ça va super bien, toi? Hey, déjà notre dernière chronique de l'année où on va parler d'assurance. Puis là, on va aider un peu les gens là, avec différents sujets. Oui. Lorsqu'il arrive des situations qu'on n'aime pas toujours, mais... Mais pourquoi on s'assure? Exactement. Les raisons pour lesquelles. Il justifie les raisons pour lesquelles on s'assure. Puis on va commencer avec le pare-brise, ce qui m'est arrivé dernièrement, il n'y a pas vraiment longtemps. Quand tu as une roche, un petit impact, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on vous appelle? Bien, non, pas nécessairement. Effectivement, c'est très choquant quand ça arrive. Puis surtout au printemps, hein, on le voit avec les routes qui sont pas toutes nettoyées encore. Donc, c'est assez simple. Évidemment, il faut s'assurer d'avoir la protection. On en a déjà parlé dans le passé. Hein, ça s'assure en protection, comme on appelle B3, donc qui est la protection sans collision ou qui va couvrir pour le feu, le vol, le vandalisme et les fameux bris de vitre. Okay. Alors, quand on a un bris de vitre, tout ce qu'on a à faire, ou tout ce que tu as à faire, c'est de te diriger ou de se diriger chez un vitrier, prendre rendez-vous. Et directement, le vitrier en place va valider la protection et va soit réparer le pare-brise, si c'est très petit comme fissure et que ça se répare, ou changer le pare-brise. Évidemment, s'il y a une réparation, vous n'avez pas de franchise à payer. Et si c'est un changement de pare-brise, bien là, la franchise au contrat va s'appliquer. Et la plupart du temps, les franchises qu'on retrouve le plus, c'est soit 100 $ ou 250 $. Et c'est le vitrier qui va s'en charger. Le vitrier, par la suite, va communiquer avec l'assureur, va communiquer avec nous et tout simplement vont régler la suite des choses. Et le client repart de chez son vitrier. Il va vous dire, c'est sans franchise. C'est tant de franchise. Je ne le savais pas. C'est lui, souvent, qui nous apprend notre franchise. Absolument. Puis, comme on vous dit, si c'est une réparation, c'est simple. Ça ne coûte absolument rien au client. Et faites-le réparer. Faites pas comme moi. Négligez pas ça parce que ça crée une fissure et un remplacement éventuel. Et une franchise. Et une franchise. OK? Voilà. Autre chose, accrochage dans un stationnement. Ça arrive souvent, ça? Ça arrive très, 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 très souvent, entre deux véhicules la plupart du temps. C'est souvent des réparations qui sont mineures parce qu'en général, on ne roule pas très vite, du moins, je l'espère, dans un stationnement. La première chose que je dirais toujours, c'est vous ou c'est les personnes impliquées. Donc, assurez-vous qu'il n'y a pas de blessure, que vous ne soyez pas blessé. Sinon, appelez le 911, appelez l'urgence. Sinon, ce qui se fait de plus en plus, c'est que les deux conducteurs vont remplir ce qu'on appelle un constat amiable. OK? Constat amiable, bien important, ça, de le faire. Rappelle-nous un peu, c'est quoi? Un constat amiable, dans le fond, c'est un papier qui va décrire l'accident, qui va décrire les circonstances, comment c'est arrivé. Donc, vous avez une place pour décrire la situation. Vous avez même une place, pour ceux qui sont bons en dessin, de l'imager un petit peu, en mettant les véhicules, comment c'est arrivé et tout ça. Ce qui est surtout important aussi dans un constat amiable, Daniel, c'est qu'on va aller chercher les coordonnées des deux personnes impliquées, les numéros de permis et expliquer un peu la situation. Est-ce qu'il y a des témoins? Peut-être qu'aussi, on va mettre à contribution les témoins. Donc, pour souvent des réclamations qui sont mineures, c'est la façon de faire. Et par la suite, il y a une copie pour chacun des deux conducteurs impliqués. Et c'est là, par la suite, bien souvent, une fois revenu à la maison, que chacun va pouvoir appeler son assureur et ça va faciliter beaucoup, beaucoup la vie de l'expert en sinistre qui va répondre parce que le constat amiable a été rempli et bien fait. Évidemment, je vous conseille toujours d'en avoir quelques copies dans le coffre à gants, comme on dit. Puis, exemple, sur notre site Internet, ia.ca, dans la zone conseil, vous avez même la possibilité de vous en télécharger et de vous les imprimer. Donc, c'est quelque chose là, que je pense qu'il faut toujours avoir dans son auto. Bon, si les gens vont bien et tout ça, suite, on a fait notre constat, qu'est-ce qu'on fait? On a fait notre constat. Chacun peut, comme je disais tout à l'heure, repartir à la maison. Okay. Et c'est là, dans le confort de notre foyer. Évidemment, si les véhicules sont en état de rouler. Bon, sinon, je pense que nul besoin de dire qu'il faut appeler les remorqueurs. Mais si jamais les véhicules sont en état de rouler, ce qui est la plupart du temps le cas dans un stationnement, on retourne à la maison en sécurité. Et c'est là qu'on va contacter chacun notre assureur qui va s'occuper d'indemniser son assuré chacun de son côté et de communiquer ensemble parce qu'avec le constat amiable, ils ont vraiment la situation décrite là, très, très bien. Et pour un accident, un incident seul,
sur la route, ou une sortie de route, ou un impact sur... Bien, c'est sur le toujours bord la de même route, chose. quelque La première chose que je dis toujours, moi, c'est assurez-vous que vous ou que les gens qui sont dans le véhicule sont en bon état, comme on dit. Évidemment, si vous perdez le contrôle ou différentes choses comme ça, bien là, il y a fort possibilité que vous allez être obligé d'appeler les forces de l'ordre comme telles. Donc, assurez-vous que toutes ces étapes-là sont faites. Vous vous rendez en lieu sûr et par la suite, une fois rendu à la maison, c'est là que vous appelez votre assureur. Mais la priorité en premier, c'est beaucoup de voir l'état du véhicule, votre état à vous et d'appeler le 911, comme on dit, comme tel. Oui, si on appelle justement lorsqu'on a une sortie de route, puis qu'on a besoin, ou peu importe l'impact ou l'accident, puis qu'on a besoin d'appeler un remorqueur, est-ce qu'on peut appeler n'importe quel remorqueur ou on appelle d'abord notre assurance qui va nous dire qui appeler puis où envoyer notre voiture par après? Bien, moi, je vous dirais que la priorité n'est pas d'appeler votre assureur tout de suite là, quand vous êtes en situation d'urgence. Bien souvent, avec les forces de l'ordre, avec le 911, c'est eux qui vont s'occuper aussi d'arriver avec le remorquage. On le sait, il y a des zones, il y a des secteurs, il y a tout ça. Ouais. Donc, en général, c'est pas votre assureur qui va vous conseiller pour le remorquage. OK. OK? Mais est-ce qu'on doit dire au remorqueur, tu l'envoies à tel carrossier? Ou là, il part avec, puis tu sais pas ce qui s'en va. Des fois, on est un peu nerveux. On est un peu nerveux. Je vous dirais que quand ça arrive, c'est pas nécessairement là qu'il faut que vous commenciez à négocier. OK? Évidemment, le remorqueur va vous le dire, où il amène votre véhicule. Lui, il veut dégager la voie le plus vite possible. Et c'est ce que les forces de l'ordre vont désirer également. Alors, le remorqueur ou les forces de l'ordre vont vous dire où est votre véhicule. Et par la suite, avec votre assureur, c'est là que vous allez le dire à votre expert de sinistre et qui va s'occuper de prendre le véhicule, d'aller faire chercher le véhicule et de regarder avec vous le choix du carrossier. Bon, on pourra en discuter encore longtemps, Éric, de toutes ces situations-là, mais dans une prochaine saison, Oui. à notre retour, Oui. on va reprendre le tout et on va continuer Oui, parce d'aider que les gens. Parce que c'est on le fun revient de avec savoir... vous aussi, hein? Hein? On revient avec vous l'an prochain, oui, donc c'est une très belle on va avoir nouvelle. l'occasion de s'en reparler. Effectivement, et plein d'autres sujets également. Si vous avez des questions pour les gens d'Industriel Alliance, Éric, entre autres, vous pouvez m'envoyer les questions via virage@telmac.tv et on va aussi toujours continuer à y répondre. Merci, Éric, de votre passage. Daniel, ça fait plaisir. Je te souhaite un bel été à tous tes téléspectateurs, puis au plaisir de se revoir à la rentrée. Merci beaucoup, Éric. Alors voilà, on s'arrête à Virage et on va revenir. Voici de retour à Virage. Je suis maintenant accompagné de Daniel Bouchard de Rouler Passion. Salut, Daniel. Allô, Daniel. Ça va bien? Ça va super bien, toi? Alors, Daniel, on va parler et on va faire rêver les gens. Je pense que si les gens aiment le Hummer, bien, ils vont se rendre compte qu'on peut conduire le Hummer pour pas trop cher, en tout cas pas le prix d'achat du véhicule. Avant de parler vraiment de la façon de louer des véhicules chez vous, repositionne-moi un peu votre compagnie. Bien, Rouler Passion a commencé en 2015 avec M. Martin Morancy. C'est un monsieur qui était passionné de voitures, il commençait à faire de la location de voitures avec une Porsche 911, avec les Corvettes dedans, tout ça. Puis avec les années, l'auto ça a commencé à monter et moi, j'ai commencé à rentrer dans la compagnie en 2020. Et on a commencé à rentrer plein d'actionnaires de la Ville de Québec, que ce soit des propriétaires de plein d'autres compagnies, comme Fromagerie Victoria, comme le Kimono. C'est tous des gars qui ont d'autres compagnies, qu'on a tous des passionnés de voitures. Puis on a commencé à monter la voiture. Puis maintenant, aujourd'hui, en 2024, cet été, on va avoir 15 voitures, dont le fabuleux Hummer. Absolument. D'ailleurs, merci de nous fournir des véhicules comme ça. Ben oui, ça fait extrêmement plaisir. Je pense que la compagnie GM peut être gênée. Mais parle-moi de la façon là, que les gens, évidemment, on ne veut pas s'acheter un Hummer à 150 000, mais on veut rouler avec ou on veut rouler avec une voiture de sport. D'abord, quelle voiture tu as puis comment ça fonctionne? Bien, on a plusieurs voitures. Pour revenir un peu à la base de la compagnie, oui, on est capable encore de faire de la location à la journée. Donc, vous pouvez rentrer sur le site Internet roulerpassion.com. Vous rentrez sur le site, vous allez créer votre profil. Ça prend 2-3 minutes. Une fois que votre profil est créé, après ça, quand vous allez louer une voiture, ça prend 30 secondes. C'est aussi simple que ça. Vous allez avoir un mail qui va vous dire « Monsieur Boudreau, venez chercher votre voiture le 9 juin à 9 h, on vous attend, ou la Voiture du Vallon, venez chercher votre voiture. » Donc, c'est la façon de procéder. Et la deuxième façon de procéder, on a le côté membership aussi, comme je t'avais expliqué déjà, qui est un peu le côté, je vais dire, membre de terrain de golf. OK. Donc, à partir de là, vous payez un droit d'entrée une fois, qui en ce moment, il est à 2 000 puis après ça, il va monter, je pense, juin à 3 000 parce qu'on va être rendu avec 3 millions en voiture. Donc, le droit d'entrée est vraiment en lien
avec la quantité de voitures en argent qu'on a. Et c'est comme une action non participative qui prend de la valeur avec le temps. Que si vous ne voulez plus être membre chez nous dans 3-4 ans, vous pouvez revendre votre action. Et cette action-là vous donne 30 de rabais sur toutes les voitures que vous louez chez nous. Donc, vous pouvez vous louer pour 5 000 10 000 On a des clients qui nous louent pour 15 000 par année. La plupart de nos plus gros clients, vous allez trouver ça drôle, mais c'est les concessionnaires auto. Okay. Parce que moi, je suis un cadeau du ciel pour eux. C'est avec nous qu'ils font affaire quand ils veulent faire partie d'une fondation aussi ou ça pour louer des voitures. Donc, on donne du service à leurs clients les fins de semaine. Donc, ils sont extrêmement heureux de ça. Ben oui, puis c'est un beau cadeau. Là. Je pense à quelqu'un qui va offrir un cadeau, une voiture de rêve, une journée de voiture de rêve à quelqu'un, à son père, à n'importe qui. Membre de la famille, on veut faire rêver quelqu'un. C'est un superbe cadeau. Puis pour les entreprises, devenir membre, évidemment. Là, on a beaucoup de commerciaux qui sont chez nous, qui font des journées spéciales, qui amènent tous leurs employés d'une sortie à Malbaie. Ils viennent louer 7-8 autos chez nous. Ils partent un mardi. Donc, c'est une super belle activité de rassemblement pour n'importe quelle compagnie qui veut faire une super journée corporative pour emmener leurs clients ou emmener leurs employés une belle journée. Cette année, ce qui va être le fun, Dan, c'est que, comme je te disais tantôt, on va être rendu à une quinzaine de voitures, dont on a reçu une Lamborghini Hurricane qui est rentrée l'été passé. On n'en avait pas eu le temps d'en parler parce que je dis au mois de juillet. On va recevoir on a reçu la semaine passée une belle McLaren Artura. Donc, on va avoir une super McLaren Artura, bien sûr, qui va être orange. Oui, c'est chaud. On va avoir une des voitures vraiment spéciales parce que nos assurances ont décidé d'embarquer dans l'aventure avec nous parce que nous, dans la compagnie, ce qui est le plus dur, c'est d'assurer les voitures. La plupart des compagnies comme nous qui essaient de faire ça n'ont pas d'assurance, Dan. Ouais, nous, ce qui est le fun, c'est que vu que ça fait depuis 10 ans qu'on fait ça, quand vous partez de chez nous, vous partez avec l'esprit tranquille, on a un historique. Donc, vous partez, puis la voiture, même si c'est une auto de 300 000, vous êtes assuré au complet. Ce qui va être le fun cette année, c'est que nos assurances ont décidé d'embarquer dans une aventure avec d'autres et on commence à avoir des voitures classiques. Ah oui. Donc, on va recevoir un beau Mustang 66 décapotable, match number. Donc, les gens vont pouvoir faire ça, que ce soit pour un bal de finissant, que ce soit pour une belle soirée de moto au restaurant avec ta conjointe. Donc, on va recevoir une belle Mustang 66 qui est match number, qui est superbe dans un super beau bleu. Donc, on a vraiment hâte de mettre ça sur le site Internet. J'espère. Tu parles d'un rêve de conduire une voiture comme ça. Après ça, une fois que tu l'as conduit à 66, tu t'en vas te chercher une Mustang neuve. Parle-moi des autres véhicules que tu as, parce que tu as des affaires là, complètement différentes. Bien, justement, comme tu disais tantôt, après le Mustang 66, on a notre Mustang 2023 qui est là. Ouais. On a 2 modèles de Corvette. Parce que pour les gens qui... beaucoup, durant les dernières années, tu sais, les Corvettes, on avait de la misère à mettre la main sur une. C'était dur à essayer d'avoir le nouveau modèle C8. Et nous, depuis le début, on en avait, mais on avait des commandes qui dataient déjà depuis 2 ou 3 ans. Donc, on est rendu avec notre 4e Corvette C8 dans la compagnie. Là, cette année, on a reçu notre modèle de base LT1 pour que les gens voient c'est quoi un modèle de base qui est autour de 80 000. Et l'année passée, ce qui est le fun, on avait reçu le modèle 70e anniversaire que tu as eu la chance de voir, même, je pense, essayer même. Oui, la noire, qui est dans un noir nacré, qui est superbe avec tout l'intérieur 70e anniversaire. Donc, vous avez les deux côtés, les deux specs de la voiture. Une C8 de base, puis une C8 décapotable LT3 full équipée au bouchon, qui est un modèle de 130 000 Après ça, dans les autres voitures, on vient d'avoir une super de belle Porsche 911 Targa 2024 qui vient de rentrer, qui est vraiment une voiture de rêve que... Je veux dire, tu pars avec ça une fin de semaine, en week-end, tu montes à Malbaie avec ça, tu peux pas passer une plus belle fin de semaine que ça. On a reçu notre Audi R8 que je pense que vous avez eu la chance aussi de voir l'année passée, qui était chez Audi, qui était une voiture, malheureusement, qui va nous coûter, je crois, cette année, la Audi R8. Tu me répéteras là-dessus, mais je pense que c'est une de ces dernières années. Donc, on a ce beau modèle-là. On a aussi une Audi RS6, qui est... Ça fait drôle de vous dire ça pour un amateur de voiture, mais moi, je suis un homme, un gars qui aime beaucoup, on va dire, j'aime pas le terme, les sleepers, les voitures qui n'ont pas l'air de ce qu'ils sont en réalité. Donc, une belle familiale de 600 chevaux que j'adore conduire, qui est une de mes autos de rêve. Après ça, malheureusement, cette année, on est espéré d'avoir la Lotus. Elle va rentrer l'été prochain, car je pense que tu sais, il y a eu un problème avec les transmissions. Donc, toutes les voitures automatiques chez Lotus ont été retardées. Mais on a notre Emira édition 1 qui va rentrer probablement au courant de l'été, mais qu'on va commencer à mettre en location pour l'été prochain. Et dans les autres voitures plaisantes, on a plusieurs SUV. Donc, vous avez une belle fin de semaine à faire, que vous voulez partir avec la famille cet été. Vous pouvez même emmener nos autos aux États-Unis. Donc, si vous voulez, on a un Cadillac Escalade diesel, on a un Macan GTS, on a notre Hummer, bien sûr, puis on a aussi un Maserati Levante qui vient juste de rentrer. Ça fait rêver. Pour plus de détails, on peut aller sur votre site et tout est là si on veut louer un véhicule. Oui, sur roulerpassion.com. Très facile d'utilisation. Comme je vous dis, vous créez votre profil, ça prend 3 minutes et par la suite, en dedans de 30 secondes, vous êtes capable de faire des locations. Merci beaucoup, Dan. Ça fait extrêmement plaisir, Daniel. Alors, voilà, on se dirige chez Silver Wax. Reste avec nous. Ce volet esthétique vous est présenté par Silver Wax. Silver Wax, des produits de haute qualité, conçus, fabriqués et testés au Québec.
Nous sommes présentement chez Silverwax. Je suis en compagnie de Richard Pelchat. Salut, Richard. Salut, Daniel. Ça va bien? Absolument. Alors, Richard, t'as amené la grosse machine. Là, ça commence à faire peur à bien des gens, dont moi le premier. On va parler de polissage aujourd'hui. Puis tu vas nous donner des trucs, justement, pour qu'on arrête d'avoir peur, parce que c'est plus simple qu'on pense. Oui, bien maintenant, avec les nouvelles technologies d'Orbital qui est arrivée depuis quoi, à peu près une dizaine d'années maintenant, avant, bien, c'était l'ancienne polisseuse, c'était rotatif, on pouvait défoncer la peinture, on pouvait faire plein de choses, puis si tu n'avais pas de formation pour ça, t'embarquais pas là-dessus, c'était simple. Non, on touchait pas à ça. Les nouvelles machines, maintenant, les Orbitales, c'est ça qui est intéressant. Premièrement, tu ne peux pas défoncer. OK. C'est très facile, tout le monde peut polir. Tout ce que ça prend, c'est un petit peu de patience. Parce que le polissage, c'est la finition, c'est ce qui va donner la brillance ou qui va éliminer les égratignures. Il faut prendre le temps pour polir. Il faut avoir un endroit qui est bien éclairé. Il faut voir où ce qu'on polit. OK, bon, justement, parle-moi de la préparation. D'abord, comment on prépare notre voiture et pourquoi on polie le véhicule, puis quels produits on utilise. OK. Préparation, il faut que la voiture soit décontaminée. Ça, c'est hors de tout. Parce que tous les petits picots de rouille qui sont incrustés dans la peinture, veut pas, quand on va polir, bien, ils vont aller dans le tampon, puis au lieu d'enlever les égratignures, c'est que tu vas en causer. Fait qu'on la décontamine, le fameux nettoyant pour dépôts ferreux, la barre d'argile. Après ça, bien, on le lave, puis c'est prêt. On n'a rien de plus. Polir une voiture, c'est vraiment pour éliminer, que ce soit les cheveux d'ange ou que ce soit pour éliminer des égratignures. On va redonner justement la brillance à la peinture. Puis, tu sais, l'éclat va être là. Car elle va s'entretenir beaucoup mieux, on va pouvoir la sceller, puis elle va être pas mal plus belle après ça. Anciennement, on utilisait la polisseuse justement pour polir puis avoir une belle voiture puis appliquer un produit de protection, par exemple. Là, si on voulait avoir une plus belle voiture, on le faisait avec une machine. Aujourd'hui, on n'a plus vraiment besoin de ça. C'est vraiment pour corriger bien plus que d'autres choses. Tout dépendant. Il y a deux... On peut utiliser une polisseuse orbitale de deux manières. Pour corriger des égratignures ou ce qu'on appelle, nous autres, faire un one-step, c'est en anglais, là, mais on va appliquer un enduit de protection, puis en plus, on va polir. Okay. C'est justement un produit, j'ai amené un produit aujourd'hui justement pour le montrer. C'est vraiment le fun. Bon, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme produit et okay. Qu'est-ce qu'on utilise comme tampon de polissage? Je vais te commencer par la machine. La machine, c'est orbital, ça veut dire qu'elle va tourner environ 500 tours minute, une rotation, et elle va se déplacer, comme elle, aujourd'hui, c'est 15 mm, elle va se déplacer de 15 mm jusqu'à 6300 fois par minute. C'est vraiment énorme, tout dépendant de la vitesse qu'on va le mettre. Et après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on a besoin... Nous autres, c'est un polissage en deux étapes, tout dépendant des égratignures. Si on a juste des cheveux d'ange, on a juste besoin d'une étape. On prend le tampon bleu avec l'étape de finition. Si, par contre, on a des égratignures un peu plus profondes, puis si on a des grosses égratignures, on peut même utiliser ce qu'on appelle, nous autres, un hybrid blend. C'est un produit qui va couper encore plus puis qui va enlever les égratignures. OK. Là, on va aller plus en profondeur. Oui, exactement. Les étapes, ce qu'on fait, première chose avant de commencer, c'est qu'on prend le tampon. On peut voir ici, j'ai fait une barre noire ici. Okay. Et puis ça, il faut absolument, quand on travaille avec la machine, on va prendre le tampon, on va le centrer. Et quand on va travailler, on ne mettra pas de pression dessus. On n'a pas à mettre de pression sur la machine. On la tient et on la laisse aller par elle-même. Le plus important, il faut qu'elle soit droite, il faut qu'elle soit à l'horizontale. On ne travaille pas ce qu'on appelle, nous autres, sur le talon, ou on ne travaille pas de côté. On n'essaie pas de mettre de pression dessus. On suit les courbes, et Dieu sait que les voitures d'aujourd'hui ont de plus en plus de courbes, là. Qu'on suit les courbes. C'est juste des courbes aujourd'hui, c'est pas compliqué. c'est vraiment de suivre la courbe et puis de ne pas mettre de pression, parce que si on met de la pression, on va s'apercevoir justement que la petite barre noire, elle ne tourne plus. Il faut que ça tourne. OK, c'est à ça qu'elle sert, la barre. C'est exactement ça, ça nous permet de voir. C'est là la protection, puis c'est là pour la raison pour laquelle on ne peut pas briser sa peinture. Le tampon arrête de tourner. Non, exactement. Puis ce qui coupe en réalité, c'est la combinaison du tampon avec la pâte à polir. Parce que la pâte à polir, il ne faut pas se le cacher, il y a un micro-abrasif dedans qui est friable, qui va se briser en polissant. Puis c'est ça qui va enlever les égratignures puis qui va donner de la brillance. Fait qu'un coup qu'on contrôle la machine, il y a des différentes vitesses. Normalement, on marche 3-4 à peu près, c'est pas mal le standard avec ça. Et on va toujours de gauche à droite et après, on va de bas en haut. On y va toujours dans les deux sens. Et on laisse le temps à la machine de travailler. Très important. OK. Donc, le choix de produits, justement. Oui.
Dans les produits, le Hybrid Blend, quelqu'un qui a des égratignures profondes. C'est une voiture qui a plusieurs années, elle a passé au car wash et puis on veut vraiment tout enlever. À ce moment-là, je recommande le Hybrid Blend avec le tampon jaune. Ça va être l'étape pour enlever les grosses égratignures. Si notre voiture, elle est pas si égratignée que ça, à ce moment-là, on va prendre plutôt la pâte de polissage, l'étape 1. On le voit, l'étiquette est jaune avec le tampon jaune. Ça, c'est la première étape. C'est elle la plus importante. Il faut enlever les égratignures. Il faut prendre le temps de la travailler. La dernière étape du polissage, à ce moment-là, on y va avec la pâte de finition. Elle va donner la brillance et elle va redonner la couleur à la voiture. C'est elle qui va faire en sorte que ça va briller. Et une fois qu'on a fait ça, bien, c'est pas, on est rendu à la protection après ça. OK, là, on ajoute toujours une protection. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a fait notre étape de polissage, là, on choisit notre protection qu'on applique par après. Oui, parce que ça prend quand même plusieurs heures. Là. À un moment donné, si tu polis la voiture au complet, comme je disais, il faut être patient. C'est facile, mais il faut être patient. L'autre produit que j'ai amené, justement, le scellant céramique. Ce qui est le fun avec ça, c'est quelqu'un qui, sa voiture, c'est juste des petits cheveux d'ange très légers qu'il a, puis qui veut justement les éliminer, puis il veut protéger en même temps. Tout ce que j'ai besoin, c'est que je prends le tampon noir, je mets le produit dessus, puis je polis avec. Ça va corriger les égratignures mineures et ça va protéger, puis ça va donner une brillance incroyable. C'est en une étape, tout devient parfait avec ça. Pas besoin de remettre de protection additionnelle. Non. Couple de semaines après, un effet Lotus, puis on est parfait. That's it, that's all. Par contre, pour ceux qui veulent poser un céramique coating, une fois qu'on a fait la dernière étape avec le tampon bleu, l'étape de finition, là, c'est le temps de le mettre. Que ce soit Nano One ou Nano X5, c'est le temps, votre voiture, elle est prête. On fait juste passer le préparateur de surface et on applique notre céramique coating à ce moment-là. Question simple de même, mais complexe pour moi. Est-ce que la couleur du véhicule va complexifier la chose? Pas du tout, absolument pas. Au contraire, ça va redonner. Souvent, on voit les voitures rouges, ils deviennent roses, puis c'est une couleur qui est dure à tenir. Une fois que tu l'as poli, le rose va revenir complètement rouge. Ça va... Toutes les couleurs vont venir leur couleur. Les noirs, ça... Pas en tout. C'est évident que plus qu'il est foncé, plus qu'on voit les égratignures. À ce moment-là, il faut travailler encore un petit peu plus fort. Si là, c'est une voiture grise ou beige, bien, à ce moment-là, on voit moins les égratignures. Mais c'est exactement le même travail. Merci beaucoup, Richard. Ça fait plaisir. Ce segment d'émission vous est présenté par Napa Autopro et Desharnais Pneus et Mécanique. Desharnais, 75 ans et plus jeune que jamais. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus et Mécanique et je suis en compagnie de Danny Bellil. Salut, Danny. Salut, Daniel. Ça va bien? Très bien, merci. Alors aujourd'hui, dans la chronique mécanique, on va parler des huiles, on va parler du changement d'huile très important et de plus en plus important, justement, parce que c'est rendu pointu, les moteurs. Il y a beaucoup de technologies, turbo, injection directe, taux de compression élevé, taux de compression variable maintenant. Alors, la qualité de l'huile et l'huile, c'est vraiment important dans le moteur. Effectivement, puis je trouve qu'on ne s'attarde pas assez à l'huile moteur comme telle. Les gens, un changement d'huile, c'est quelque chose qui n'est pas très dispendieux, c'est une centaine de dollars, grosso modo. Fait que les gens disent « Ah, fais-moi mon changement d'huile ». Mais c'est vraiment plus complexe que ça. Puis c'est pour ça que je voulais qu'on s'attarde un petit peu à ça. C'est premièrement, le but de l'huile, ça va aider à refroidir le moteur, ça va aider à nettoyer, ça va aider à lubrifier. Sauf que c'est un peu plus complexe que ça. Oui, c'est pas mal plus complexe. Puis il y a des normes à respecter. Là. De plus en plus, puis malheureusement, un peu comme dans le pneu qu'on a déjà parlé dans l'ancienne chronique, souvent les gens vont rester accrochés sur des anciennes appellations comme SAE. SAE, c'est vieux comme la Terre. Sincèrement, c'est plus ça qui prône maintenant. Maintenant, on va avoir des catégories ou une appellation qu'on appelle HTHS, qui est beaucoup plus précis. Exemple, la 5W30, c'est une huile qui est assez standard, mais dans la 5W30, ils n'ont pas nécessairement toute la même viscosité, ils n'ont pas nécessairement les mêmes effets de lubrification. Donc, c'est vraiment important de se fier aux spécifications du fabricant et de les respecter. Oui, parce que l'huile, c'est ce qui... Bien, elle fait plein de choses dans le moteur, tu vas nous l'expliquer. Mais si on n'a pas la bonne huile dans le moteur, on peut endommager nos moteurs.
Bien, ça va jusque-là. Là. Oui, puis on va encrasser le moteur. Ça va aller jusqu'à même faire des bris au moteur. On voit ça là, de plus en plus. Les gens, pour sauver, faire des économies de bout de chandelle, mettront pas la bonne huile. C'est-tu plus cher de l'huile synthétique ou de l'huile minérale? C'est certain que l'huile synthétique est toujours un peu plus dispendieuse, mais si votre moteur demande ça, il y a des raisons. Il faut le respecter. Oui. Premièrement, juste un peu de démystifier ou d'expliquer c'est quoi la différence entre une huile minérale et une huile synthétique. À la base, une huile synthétique, c'est une huile qui est travaillée mécaniquement. C'est une huile qu'on va s'assurer d'avoir des molécules égales, différentes grosseurs, ces choses-là, dépendamment c'est quoi le grade d'huile, mais c'est pour répondre exactement à un besoin très spécifique. L'huile synthétique est tellement rendue poussée, sûrement que les gens sont aperçus de ça. On va avoir huile vendue au Canada seulement ou ces choses-là. Pourquoi qu'on a ça sur des litres d'huile? C'est assez simple, c'est que les spécifications ou les lois des fabricants vont être différentes en Europe, aux États-Unis, même au Canada. Donc, on s'entend, l'Europe sont toujours dans plusieurs sphères. Ils sont très sévères. Oui, puis sont en avance sur certaines lois. L'huile n'en fait pas exception. C'est pour ça qu'il y a de l'huile qui peut seulement se vendre au Canada, parce qu'elle ne rencontre pas les lois qui ont été placées dans la Mais les lois sont faites pour être contournées. Ça fait qu'il y a toujours des gens qui essayent de contourner les lois et les règles, Danny, puis qui disent, moi, je suis à l'huile minérale, je m'en vais à l'huile synthétique. Ce qui est très bon, c'est ce qui se fait bien. Problématique. Mais l'inverse, là, peut être un peu plus risqué. Bien, c'est même contre-indiqué de faire ça pour ne pas avoir de bris. Parce que ce qui va se produire, c'est un peu de la boue. Ils appellent ça comme ça. Le terme mécanicien, c'est qu'il y a de la boue qui va se créer, autant au niveau de la tuyauterie de l'huile, autant au niveau de tout ce qui est les conduits qui va servir, même entre les cylindres, ces choses-là. Donc, de changer du type d'huile, de ne pas utiliser la bonne huile, ce que ça va faire, c'est que ça va venir obstruer ces canaux-là et performance du moteur, encrassement du moteur et bris du moteur. Ça peut aller jusque-là. On en voit, Daniel, là, régulièrement. Dans les grades d'huile, dans les informations à retenir également, il y a le kilométrage de l'huile. Parce que là, tu as des changements d'huile aux 6 000 km, 8, 12. Et là, si on va dans le commercial, on va encore même plus haut jusqu'à du 20 000 et 30 000 km. Bien, certains véhicules européens vont dire 25 000 km. Mais quand on prend le temps de s'informer sur l'huile puis les grades d'huile, il y a toujours un petit astérix à quelque part qui va dire quel genre de climat. Dans quel climat êtes-vous? On sait ici, là, on peut avoir des températures quand même très, très froides avec un très haut taux d'humidité. Ça peut devenir quand même assez sec. Donc, la variation des températures au Québec fait en sorte que je crois que 2 changements d'huile par année, c'est le strict minimum. C'est sûr que si on s'assoyait avec certains fabricants qui disent que leur véhicule peut faire jusqu'à 25 000 km, eux vont croire à ça de pur et dur. Sincèrement, je ne suis pas contre l'idée, mais encore une fois, comment vous conduisez votre véhicule, quel genre de kilométrage vous faites, il y a plusieurs choses autres que strictement le 25 000 km qui va rentrer en ligne de compte. C'est important de les faire au temps recommandé, ces changements d'huile, Danny. Lorsqu'on dépasse ou on étire, parce que souvent, on voit ça, là, les gens étirent un changement d'huile, puis on étire un changement d'huile, puis on dit, bien, à 2-3 que j'étire, je vais en sauver un là, au bout de la ligne. Là, l'huile a des propriétés lubrifiantes qui, là, ils peuvent se dégrader dans le moteur. Ça fait que c'est bien important de les faire au kilométrage recommandé. Oui, puis les gens qui ont des véhicules qui ont beaucoup de kilométrage ou c'est plus espacé entre les changements d'huile, s'il vous plaît, vérifiez votre huile une fois de temps en temps ou à la limite le niveau d'huile. Passez-nous voir ou en succursale, ça va nous faire plaisir de le vérifier parce que trop souvent, certaines compagnies que je nommerai pas, on arrive, on fait le changement d'huile qui est dû dans 12 000 km, il reste à peu près 2 litres dans le moteur. C'est pas bon. Par contre, encore une fois, si on a le choix de rouler avec un peu moins d'huile ou un peu plus d'huile, on est mieux, encore une fois, de rouler avec un peu moins d'huile. Souvent, les gens vont dire « Ah, il manque un peu d'huile, je vais en ajouter moi-même. » Ils ajoutent, ça dépasse la ligne maximale, oh, c'est pas très grave. C'est vraiment, vraiment pas bon. C'est déconseillé pour le moteur. À la limite, même si ça vous arrive de passer dans un garage comme chez Desharnais, bien, on est capable d'en enlever pour, justement, pas faire forcer tout ce qui est joint d'étanchéité, toutes ces choses-là. Quand on augmente la capacité d'huile dans un moteur, bien, ça va faire travailler énormément toutes ces choses-là. En terminant, l'huile a de l'incidence là, sur le turbo, sur toutes les composantes internes du véhicule. Donc, lorsqu'on néglige l'huile, on néglige aussi d'autres composantes connexes. Effectivement. Puis un changement d'huile à 100 $ peut se traduire en des réparations beaucoup plus onéreuses que ça.
Merci beaucoup, Danny. Ça fait plaisir, Daniel. Voilà de retour, 670-9078, poste 230 ou encore virage@telumac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous poser vos questions et commentaires. Messieurs, on y va immédiatement. Alors, on veut s'acheter un Ford Bronco Sport, mais là, on hésite entre les versions un peu particulières, donc version Freewheel ou encore l'autre version édition spéciale héritage. Donc, on a quelques éditions spéciales. Et là, on se dit, qu'est-ce qu'on devrait prendre? Parce qu'une édition spéciale, est-ce que ça prend de la valeur? Ou est-ce que ça déprécie un véhicule ou on prend tout simplement un Outer Banks, donc un modèle plus classique? Ça, c'est la première question. Et deuxième question, est-ce que c'est un bon achat, un Ford Bronco Sport? Bon. On va régler tout de suite le fait que oui, c'est un bon achat, un Ford Bronco Sport. Moi, c'est un véhicule que j'ai beaucoup aimé, qui est surprenant dans ses capacités d'ailleurs, au niveau hors route et tout. Donc, il y a un bel ensemble. Quant aux éditions spéciales, je vous avoue que je ne sais pas si ça prend de la valeur. Honnêtement, j'ai un doute. Mais je vous avoue que du simple point de vue esthétique, il y a des versions, dont la version héritage, avec laquelle je suis particulièrement en amour. Je trouve qu'ils ont fait un beau travail. La 2 tons avec le toit d'une couleur, c'est vraiment magnifique. Donc, oui, c'est un peu plus cher, mais moi, je pense que pour le look. Et puis, vous allez probablement, effectivement, récupérer ça à la revente. Mais évidemment, je peux me tromper là-dessus. Moi, je pense aussi, comme vous dites, au niveau de l'héritage, c'est peut-être le modèle le plus intéressant. Mais on achète ça pour soi-même. Quand on achète une édition particulière, on l'achète surtout pour soi. Et quand on va vouloir le revendre, il va trouver quelqu'un aussi qui veut ça. Alors, selon le temps qu'on va le garder, il y en a beaucoup sur la route. C'est pas un véhicule qui est à volume comme ce qu'on a ici en arrière. Alors, il y en a beaucoup sur la route. Alors, je pense pas qu'il faut miser là-dessus pour récupérer beaucoup d'argent. Amusez-vous le temps que vous l'avez, puis ça va être agréable. Exactement. L'édition avec les barres orange, jaune, brune, ces genres de choses-là, je pense qu'on peut se tanner pour certaines personnes. C'est ça. La version héritage, je suis d'accord que moi, je l'aime beaucoup. Puis je suis persuadé qu'avec le temps ou avec les années, je pense que ça va toujours accrocher quelqu'un, cette édition-là. Puis ça va mieux vieillir, en fait, que l'édition Freewheel que l'on a vue. Absolument. Qui, elle, est vraiment attachée à une période précise. L'héritage, je trouve que c'est vraiment, ça lui va bien. Petite question facile. Nissan Versa 9, 4 à 6 000 km par année. Est-ce que c'est fiable sur une période de 5 à 7 ans? Il n'y aura pas beaucoup de kilométrage. Alors, moi, je n'ai pas d'objection pour ce petit véhicule. Absolument. Puis avec un kilométrage semblable, on n'est pas obligé d'ajouter de garantie prolongée ou quoi que ce soit, parce que le véhicule n'aura pas de chemin. Écoutez, 7 ans, s'il va être neuf, ce véhicule-là, de 7 ans à 5 000 km par année, c'est 35 000 km. J'en fais plus que ça dans une année. Honnêtement, c'est un véhicule qui va être totalement neuf. Et il va avoir une très bonne valeur de revente Exactement. quand vous allez vouloir, évidemment, le revendre. Alain, il dit pourquoi il n'y a pas plus de camions branchables? Pourtant, c'est la catégorie de véhicules qui consomment le plus au niveau de l'essence. Il dit on a fait des petites voitures hybrides et branchables, mais pas de camions là où, évidemment, on aurait pu avoir de meilleurs gains en consommation de carburant. Camionnettes et gros VUS comme les Yukon. En fait, la raison de ça, c'est tout simplement, et je pense qu'on en a un bel exemple ici aujourd'hui, ça pèse 4 000 livres et ça limite considérablement les capacités, à moins d'exagérer, puis à ce moment-là, vous exagérez les coûts en même temps. Parce que pour que ce soit rentable, un camion comme celui-là, ça vous prend des batteries pour avoir un peu d'autonomie puis de capacité de travail, parce que quand on a un gros VUS ou un camion de bon format, c'est ce qu'on souhaite aussi, ça va prendre plus de batteries, donc les coûts supplémentaires vont s'additionner. Tant que les batteries n'auront pas diminué de coût, je pense que c'est là qu'on va aller, même si, on va le rappeler, là, le Ramcharger est supposé être quelque chose qui va arriver bientôt. C'est celui qui devrait être, à mon avis, le premier, le plus intéressant dans ce créneau-là. Mais on va voir si la réalité va aller... Comment on dit? Que ça va marcher les babines avec les les babines avec les bottines. On va voir si ça va faire ça. Mais je ne suis pas convaincu. C'est ça. Moi, je pense pareil que premièrement, les manufacturiers en ont des véhicules comme ça. Ils ne peuvent pas les mettre sur la route parce qu'il manque de matériel. Et aussi, problème aussi, ils sont aperçus rapidement que ça ne donnait pas de rendement qu'ils voulaient. Et les coûts sont astronomiques. C'est pas tout le monde qui sont prêts à payer ces prix-là.
On a délaissé le branchable, puis oui, vous avez raison, le RAM et c'est Stellantis avec son RAM qui vient de relancer le débat des véhicules branchables et surtout dans les camions. Je pense qu'on a réveillé un peu tout le monde. Là. GM et Ford vont arriver avec ce type de véhicule-là. C'est l'idéal. C'est l'idéal. Avec un haut, on a de l'espace dans un camion pour mettre les batteries. Donc, en ville, on peut être électrique et sauver énormément là où un camion consomme énormément. Donc, c'est là qu'on va faire les gains. Et avec le moteur à essence, on peut faire de l'air en route et on peut se déplacer. Fait que tout est là, sauf c'est une question de coût. On a à la fois une voiture électrique et à la fois une voiture essence dans le même. Ça fait qu'on a dit, non, on va aller directement vers la voiture électrique. Et en allant vers la voiture électrique, bien, on ne répond pas aux besoins de tout le monde. C'est ça. Fait que là, on ramène tout ça. Qu'est-ce que ça va donner dans les faits? J'ai hâte de voir. Mais oui, je pense que là, on va se lancer de plus en plus. Et c'est la voie de l'avenir à moyen terme, jusqu'au temps qu'on ait des batteries encore plus performantes. Bien, surtout que même sans parler des camions, la plupart des manufacturiers maintenant qui avaient délaissé ça, GM en est le plus bel exemple, ont décidé qu'ils revenaient vers des branchables, même pour les voitures. Donc, je pense que c'est pas une technologie qui est oubliée, loin de là, mais effectivement, c'est une adaptation. Bon, c'est M. Théberge qui dit je veux un nouveau véhicule pour de la livraison. Pour remorquer un peu, genre 2000 livres à 3000 livres, je pense faire 30 à 45 000 km par année, Highlander, Pathfinder, Pilote, Telluride, etc., etc. Mon Dieu, le choix est vaste. Tous ces modèles en même temps. Ouais. C'est ça. Highlander, selon moi, est-ce qu'on peut l'avoir aussi branchable, si on en parlait? Hein? On peut l'avoir hybride. Hybride, oui. Alors, ça, à ce moment-là, c'est le véhicule qui serait le plus économique et, selon moi, qui va être le plus durable. Bon. Évidemment, c'est avec le choix qu'il donne, là, je dirais à toutes ces réponses, mais il y a effectivement des véhicules, le Highlander qui est excellent, du côté du Palisade, du côté du Telluride aussi, des véhicules qui sont très confortables, qui sont bien faits, qui ont des belles capacités. Moi, j'aime bien. Le Pilote m'a un petit peu déçu cette année, mais à cause du prix plus que des capacités du véhicule lui-même. C'est une valeur sûre également, le Pilote. Oui. Et c'est là que ça devient un peu dommage pour Nissan avec son Pathfinder. Là, c'est robuste. Moi, j'ai pas de trouble avec ça. Le Pilote devrait avoir une version hybride, lui, également. Ouais. Ça fait que c'est pour ça que mon choix s'en va vers le Highlander hybride pour, justement, sa durabilité. 35 à 45 000 km par année, c'est beaucoup de kilométrage. Même si c'est un Toyota, même si c'est un hybride, même si c'est durable, vous allez avoir quand même des réparations et entretiens à prévoir dans vos frais que vous allez charger à vos clients pour la livraison. Parce qu'après quelques années, ça va coûter des sous. Effectivement. Toujours le consommateur qui finit par payer. Absolument. Ouais, mais au moins, s'il prend soin de son camion, il va pouvoir le garder plus longtemps. Bienvenue, Marc Bouchard. Merci. Merci à toi. Merci. Alors, voilà, c'est déjà tout au virage. J'espère que vous avez apprécié. On se revoit la semaine prochaine pour un autre virage. Bonne semaine.